Les amis, que je suis heureux de vous retrouver pour la feuille de match, votre émission de football, mais également de pronostics. Nous aurons tout à l'heure à décortiquer la grille numéro 68 du Parion Sport Loto-Foot 15. Il y a 500 000 € à gagner au premier rang de cette grille que vous allez bien évidemment voir en deuxième partie d'émission. Pour l'heure, nous allons passer tout à l'heure à l'actu foot, mais je vais quand même vous présenter mes invités, mes amis ce soir. Ce ne sont pas mes invités, ce sont mes amis de ce soir, les acolytes qui sont là, et merci à Pascal Bon d'être là, qui a assuré l'intérim pendant 3 semaines quand même. C'est ça. 3 semaines d'intérim, près de moi. Hein. Bon, vous avez été grassement payé apparemment. En tout cas, j'ai été verni d'avoir parmi nos experts un ami qui nous permet d'avoir 13 sur 14 la semaine dernière. Donc merci à Guillaume. Bravo, merci à Guillaume que l'on doit justement féliciter parce que Guillaume a réussi l'exploit de faire 13 sur 14. Alors elle n'était pas très compliquée cette grille, bonsoir Guillaume, mais quand même il fallait le faire. Ah ouais, fallait le faire. Alors le seul endroit où j'ai chuté, c'est que j'ai pas cru en Arsenal et voilà, et Liverpool m'a un peu déçu. Donc c'est le seul petit point noir et puis sinon tout le reste ça a roulé pour moi. Et ouais. Merci à Patrice Basile de nous faire l'amitié d'être là encore cette année, bien évidemment, reconduit par le chef. Ah ben, tant qu'on gagne, on joue, hein, comme on dit. Donc je suis là pour essayer justement de trouver les meilleurs pronostics possibles et peut-être de faire les meilleurs jackpots possibles. Messieurs, l'actualité du football nous oblige à parler de la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain qui a réussi à faire un match nul contre l'équipe du Benfica Lisbonne, et puis Marseille qui a remporté son match, et Marseille qui permet à la France de gagner pour la première fois au Portugal. Et oui, 2-0, victoire des Olympiens contre cette équipe du Sporting, bon, qui n'était pas non plus un foudre de guerre, mon cher Pascal. Pardon. Oui, un bon Olympien, je prendrai la parole pour dire ma satisfaction. C'est vrai que on disait depuis la semaine dernière, rompre le signe indien, et c'est vrai que c'est une possibilité en tout cas de se retrouver deuxième du groupe et pouvoir se qualifier, comme on dit, l'aider dans les mains des Marseillais. Et à mon sens, ils ont quand même la possibilité, soit vu le match qu'ils avaient fait à l'aller contre Tottenham ou même la première mi-temps, de pouvoir quand même avoir de la justesse avec la nouvelle composition d'Adi. Maintenant, tout le monde est sous le charme d'Harit, la combinaison Harit, Sanchez et puis Guendouzi. Donc, franchement, on a quand même moyen de pouvoir se qualifier, et puis une belle satisfaction aussi de voir aussi d'autres clubs comme le Liverpool qui marche pas en championnat. En tout cas, c'est clair et net en Ligue des Champions, comme le Bayern aussi qui assure. Alors, 12 sur 12 le Bayern. Oui, 12 sur 12. Guillaume, quand on regarde la composition de la poule de Marseille, on peut se dire que les Olympiens seraient chanceux de terminer deuxième sur le papier, mais quand on regarde dans le fond, il y a quand même de la place pour aller chercher mieux qu'une deuxième place quand même. Parce que Tottenham, c'est plus que c'était, et puis bon, Francfort, bon, c'est une équipe un peu surprise qui peut surprendre, mais je pense que Marseille peut viser un peu plus quand même. Moi, je trouve que ça se joue à des détails. Hein. Effectivement, quand on regarde les 2 premiers matchs, Marseille, pas extraordinaire, mais ils sont pas nuls. Ils ont quand même affiché un niveau qui est pas si différent de ce qu'on avait sur les 2 derniers matchs. Donc, je pense que ça va se jouer à des détails avec des grands joueurs des 2 côtés. Hein. Sanchez, qui montre qu'il est un grand joueur en termes d'expérience, même si bon, il a l'âge qui sur son dos qui pèse. Et puis d'autres joueurs en face aussi qui sont assez impressionnants. Kane et Son qui ont fait un travail magnifique lors du dernier match. Donc je pense que ce match-là sera extrêmement décisif, ce fameux Tottenham-Marseille. Ça fera le premier de la poule à mon avis. Donc que dire, messieurs, du Paris Saint-Germain qui retrouve sa traditionnelle crise de novembre? C'est un peu prématuré parce qu'on est un peu en avance là, Patrice. La crise, elle est à tous les étages. Sur le terrain, ça va plus, ça marque plus autant qu'avant. Dans les coulisses, on parle de comptes qui ont été créés pour descendre les joueurs. Mbappé qui veut s'en aller puisqu'il n'a pas été, les promesses n'ont pas été tenues par la direction parisienne. C'est compliqué à Paris en ce moment. C'est ça, il y a l'extra sportif et puis il y a le sportif. L'extra sportif, malheureusement, c'est vrai que ça vient un peu à chaque fois gâcher la fête. Et puis il y a le sportif, on a effectivement un PSG qui a très bien commencé l'année et puis qui commence un petit peu à s'essouffler. Bon, ça reste un PSG qui est en tête de son groupe quand même de Champions League, en tête du championnat. Donc on serait un petit peu difficile de les critiquer à 100%, mais on a l'impression que c'est un peu comme une sorte de cratère de volcan, que ça bouillonne et qu'à un moment donné ça peut exploser. Et c'est un peu la crainte que nous avons tous, parce qu'on est tous d'accord pour dire qu'on aimerait bien voir nos 2 clubs français
passer en huitième de finale. Et le PSG, Marseille, de rester les grands clubs qu'ils ont été, qui sont. Donc moi, PSG, wait and see, comme on dit, wait and see. Guillaume, qu'est-ce qui explique justement que ce club n'arrive pas à être serein? Paris ne peut pas être serein, il y a toujours une affaire, soit sur le terrain, soit en dehors des terrains. C'est compliqué quand même d'être supporter parisien. Je crois que c'est presque dans l'ADN du club, à chaque fois qu'il y a une petite histoire. En fait, c'est parce que tout est scruté, on est dans une capitale, il y a... Tous les journaux sont dans la capitale, tous les gens qui écrivent des papiers sont dans la capitale, donc ils regardent les matchs, ils scrutent, ils regardent les comptes Instagram. Mbappé a mis un post où il dit pivot gang. Pour moi, ça veut rien dire. C'est repris à gauche, à droite, ça fait des extrapolations, donc pas évident d'être supporter de Paris. Et puis de l'autre côté, en plus qu'on compare avec d'autres équipes, le Barça aujourd'hui, ils sont quasiment éliminés de la Ligue des Champions. Ça fait pas autant de bruit que Paris, qui a un joueur qui a des velléités de départ, quoi. Donc c'est tout un effet un peu grossissant à Paris. Et c'est dommage parce que certains joueurs apportent de la tranquillité. Quand on voit Messi, il apporte énormément de tranquillité aux autres joueurs. En fait, il y a tellement d'excès à Paris, puisque les salaires sont excessifs, la masse salariale est excessive, les stars, il y en a tellement qu'on se demande où est-ce qu'on peut les faire jouer. Donc forcément, ça attire les convoitises, et ça attire aussi la jalousie. Et donc forcément, dès qu'il y a une petite chose qui bouge, ben, ça y est, ça fait une montagne. Pascal, bon, vous êtes avocat. Comment expliquer, par exemple, qu'un joueur comme Mbappé, aujourd'hui, il y a tout ce qu'on a entendu là, qu'il veut partir, qu'il n'est pas content, etc. Il ne prend pas la parole. Ça veut dire quoi, selon vous? Moi, je pense qu'on est en plein effet un peu Kardashian, un peu buzz. Je pense que ce qui manque à Paris, bon, je le dis, je suis bien placé pour le dire, c'est une culture vraiment foot installée. On sent bien, je ne sais pas si vous sentez chaque fois, il y a Campos qui parle, il y a une gouvernance aussi qui ne sait pas trop gérer cet aspect purement sportif en mettant voilà, une culture. Paris, c'est ça. On a l'impression que c'est toujours un peu business, foot, mœurs. Tout le temps, on alimente. Et c'est vrai qu'on a l'impression que derrière, il n'y a pas de fumée sans feu. Vous le dites, à un moment, si Mbappé ne s'exprime plus, c'est parce qu'il y a peut-être quand même. Et puis en plus, moi je me rappelle de sa sortie lors d'une convocation en équipe de France. C'est particulier de pouvoir parler de son club, de critiquer son club au moment où vous êtes convoqué en équipe de France. Si vous avez des choses à reprocher à vos dirigeants, vous frappez à la porte, vous gérez ça. On a l'impression qu'il y a ce petit jeu qui passe par les médias au milieu, entre chacun avec des boules puantes pour pouvoir gérer, mettre un peu de pression, parce qu'on sent bien que forcément il y a des insatisfactions de la part de Mbappé. Eh bien oui, il y avait une espèce de super contrat, un super projet autour de Mbappé. Aujourd'hui, qui est-ce qui joue au ballon sur le terrain? C'est Messi et Neymar qui font le boulot. Et j'ai envie de dire, il faudrait que Mbappé puisse prendre l'exemple de Benzema. Au moment où c'était sulfureux, c'était compliqué, il faut prouver sur le terrain, se taire un peu et puis montrer par le ballon, par la technicité, par l'efficacité, et on met tout le monde d'accord. Il y a une chose aussi qui est très importante au Paris Saint-Germain, c'est qu'on a beaucoup parlé d'argent, on parle beaucoup d'argent au Paris Saint-Germain, alors que par exemple à Man City, on parle quasiment pas d'argent. Alors qu'il y a d'argent. Alors qu'il y a d'argent. Je dis. On parle des résultats, on parle du beau jeu, alors qu'à Paris, chaque fois que Paris gagne, par exemple, on dira c'est normal, il y a de l'argent, c'est normal avec tout ce qu'il dépense. Donc c'est ça aussi qui pollue l'atmosphère de Paris, j'ai l'impression, et qui fait que y a, tout ce qui est négatif ressort plus que ce qui est positif, tout simplement. Il faut que le sport puisse prendre le pas sur l'extra-sportif. Voilà, dans la communication du club. Voilà. Messieurs, j'ai une question qui appelle une réponse laconique, même j'ai envie de dire une question fermée, donc réponse oui ou non. Est-ce qu'il n'est pas en train d'arriver à Mbappé ce qui est arrivé il y a quelques années à Nicolas Anelka? C'est ma crainte aujourd'hui. Oui, c'est vrai, ça peut y ressembler. Guillaume? Pour moi, non, quand même. C'est deux caractères quand même assez différents. Oui, mais dans l'aspect, je veux dire, un petit mec qui sort de banlieue et qui arrive, qui est au sommet de la France, le président en parle, tout le monde en parle. Voilà. Est-ce que si ça ressemble pas à un sabotage? Il y a des points communs, mais il y a quand même des points différents. Du fait de la personnalité des joueurs, Anelka, il était un peu quelqu'un de renfermé. Il communiquait pas trop, en fait. Et c'est peut-être d'ailleurs son défaut. Mbappé, c'est exactement l'inverse. Il communique trop, beaucoup trop, et il se concentre pas sur le terrain. Donc c'est pour moi la seule différence, mais effectivement, il y a les risques et conséquences quand même. Et ça peut finir de la même manière, je suis d'accord avec vous. Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette première partie. Maître Pascal Bon, en fin d'émission, vous aurez un client à défendre. Et non des moindres, il s'agit de Jean-Michel Aulas, le sulfureux président de l'Olympique lyonnais, accusé de gabegie. Voilà qui met un terme donc à cette première partie. On se retrouve dans quelques instants et vous allez découvrir la grille que nous allons décortiquer justement après cette pause. À tout de suite.
Retour sur le plateau de la feuille de match et ça y est, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec la grille numéro 68 du Parion Sport Loto Foot 15, une grille que vous devrez valider avant dimanche 16 octobre prochain à 8h55 en heure locale. 14 rencontres à décortiquer. La première, Paris Saint-Germain-Marseille, et oui, le leader qui accueille le troisième du championnat de France de Ligue 1. Messieurs, j'ai envie de dire que l'effectif parisien pourrait faire la différence, mais en même temps, la crise de novembre et là, elle s'est rapprochée, elle est désormais en octobre et le Paris Saint-Germain a tout à craindre de cet Olympique de Marseille qui justement est carrément regaillardi, on peut dire ça comme ça. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on a deux équipes mentalement qui sont dans des dynamiques complètement opposées. Marseille qui avait fait une série de défaites incroyables avec des champions, là ils se retrouvent avec 2 victoires consécutives. Et ils sont deuxième de leur groupe, magnifique. Et de l'autre côté, Paris, on a 3 matchs nuls d'affilée. 3 matchs nuls. Et en plus, le gros point noir pour moi, c'est l'absence de Messi. Ça se voit sur le match contre Benfica. Offensivement, ça pèse pas. Et quand Messi n'est pas là, forcément, Paris est handicapé. Alors aujourd'hui, on ne sait pas si dimanche il sera présent ou pas. Il y a une incertitude par rapport à sa blessure. Donc c'est un match pour moi, malgré tout, assez incertain. Ce sera, je pense, pas facile de donner un vainqueur. Il faut voir un petit peu le problème de façon. C'est-à-dire qu'il y a l'extra-sportif, effectivement, et peut-être que Paris, par rapport à cet extra-sportif, va vouloir de rendre la monnaie de la pièce et montrer justement qu'ils n'ont pas été atteints par ça. Et il y a un classico. Et classico, on sait très bien, les supporters ne supporteraient pas une défaite. Donc je pense que sur ce match-là, Paris va être très sérieux et va prendre le problème très, très fortement. Donc les deux inconnus, c'est Messi, Mbappé. Est-ce qu'ils sont là? C'est vrai que ça change beaucoup de choses. On a vu que Messi absent, ça change complètement la physionomie du jeu. Donc déjà, il y a ça à voir. Et puis Marseille, Marseille, on sait qu'à Paris, ils sont moins à l'aise quand même que chez eux. Donc on peut logiquement se dire que Paris, quand même, sur ce match, a des arguments à faire valoir et devrait renforcer en fait sa position de leader. Marseille va parler là. Non, moi je crois que c'est match, je veux dire, c'est pas original, très ouvert. Pourquoi? Parce que tu l'as dit, il y a l'aspect sportif et l'aspect psychologique. Sur le plan psychologique, Marseille arrive plutôt de bonne disposition. Sur le plan psychologique, Paris, c'est pas ça. C'est sulfureux, on a des incertitudes sur il y a les suspendus aussi. Il y a les suspendus. Puis je sens la fatigue aussi. On sent la fatigue. Et puis, moi je suis pas d'accord avec toi. Moi je pense que justement, je trouve que même si le résultat n'est pas forcément toujours rendez-vous, Marseille joue toujours crânement sa chance à Paris. C'est vrai qu'il y a la fermeture à l'époque de Garcia, à l'époque de celui qui est maintenant au FC Séville. Il y a ce côté où des fois il y avait cette peur, on jouait un peu avec une grosse narine, on jouait sur les contre-attaques, alors que là je pense que Hugo, tu dois arriver avec vraiment une envie de faire le coup. On va y revenir, messieurs, dans la troisième partie, bien évidemment, avec les pronostics. Nous sommes déjà, le synthé l'indique, un deuxième match de cette grille. C'est Monaco qui accueille Clermont. Monaco qui a pour l'instant qui vise une 6e victoire consécutive, mais il y a un mais, puisque les Monégasques ont perdu ce jeudi en Ligue Europa, une lourde défaite en Turquie. Est-ce que ça ne va pas avoir une incidence sur la production monégasque, sachant qu'à Monaco, ils sont jamais très sereins du côté de la principauté? Ils sont jamais très sereins, mais c'est comme une équipe de série. Ils ont très mal commencé le championnat et là je crois qu'ils sont à leur 5e voire 6e victoire d'affilée en Ligue 1. Ça s'est pas très bien passé en Coupe d'Europe, attention, mais en Ligue 1 ils ont un duo d'attaque, Ben Yedder et puis Mbolo qui vient de Schalke 04, le Suisse. C'est extrêmement complémentaire, un costaud qui tient les ballons, qui fait le rôle de pivot, et puis le petit qui fait les gestes techniques, qui est finisseur, qui finit parfaitement les actions. Donc malgré tout, je mettrais quand même Monaco. Je vois bien. On a quand même le sentiment que les équipes qui ont très très bien commencé commencent un peu à piquer du nez là. Oui, de toute façon, Monaco, c'est une équipe ingérable en termes de pronostics parce qu'un coup ils vont vous faire un super match, un coup ils vont vous le rater. Là, ils ont raté leur match, mais bon, je pense que c'était un petit peu dans leur tête. Mais au championnat, ils sont très bons. Donc, à côté, il y a Clermont qui effectivement est une équipe qui, depuis l'année dernière, nous montre de belles choses et qui s'est maintenue vaillamment et qui cette année est 8e, donc c'est quand même une belle chose. Donc c'est un match qui va être compliqué à pronostiquer et je pense qu'on peut avoir une surprise et si on doit avoir une grosse cote, peut-être que c'est un match comme ça qui va faire la surprise. Moi je suis d'accord avec toi, Patrice. Moi je pense qu'il y aura des suspendus, attention aussi en championnat. Je pense que Monaco va se présenter avec beaucoup de blessés et de suspendus au niveau des titulaires. Donc moi je pense
pense que Clermont peut vraiment jouer. Il n'y a que 4 points. On sent que Clermont est sur une bonne dynamique. Ils ont gagné au CERN, ils ont gagné notre club un peu plus haut. Donc franchement, on peut penser sur une victoire de Clermont à Je vais jouer un petit peu l'héros-libéral, mais Monaco n'a jamais perdu contre Clermont. Donc, peut-être que Mais Clermont n'a pas un gros historique. Mais ils n'ont jamais perdu quand même. Ils n'ont jamais perdu quand même. Le Genesio Simo, c'est comme ça qu'il l'a appelé, le maestro. Rennes-Lyon, 3e match de la grille, messieurs. Alors c'est peut-être pas le meilleur endroit pour débuter pour notre ami Laurent Blanc, finalement, parce que ça tourne bien du côté des Rennes, messieurs. Moi aussi, je suis entièrement d'accord. Moi je pense qu'il va se faire punir en disant l'effet psychologique. Non, moi, je pense que Rennes, ça joue très très bien ballon, encore une fois, costaud en Ligue Europa. Et aujourd'hui, je vois pas Lyon gagner à l'extérieur dans ce super stade. Il faut y aller, messieurs. Ce stade-là est magnifique. Le Racing Park. Le Racing Park. Non, aujourd'hui, soyons sérieux. Il va falloir qu'il travaille encore l'entraînement. Je me souviens quand même d'une chose, c'est que quand Laurent Blanc est passé à Paris, d'abord à Bordeaux, il a fait des miracles, ils ont gagné. Et quand il est passé à Paris, je me souviens que depuis qu'il est passé à Paris, on n'a jamais retrouvé un jeu aussi léché. Donc je pense que le style Laurent Blanc va faire beaucoup de bien à Lyon et que Rennes, attention, a beaucoup de bien. Oui, parce que Rennes, ils viennent de gagner la Rennes, donc ils sont peut-être un peu euphoriques. Donc il y aura le style tout de suite. Je me fais. En fait, le choc psychologique, je crois que c'est très important. Et je pense que le Boss avait fini son affaire. Ils ont raison d'avoir remplacé Boss par Blanc, parce que Blanc, c'est vraiment le style de jeu d'entraîneur qui va complètement changer l'équipe et qui va exploiter un peu mieux ses joueurs. En plus, il a un style de jeu beaucoup plus compatible avec Lyon par rapport à Boss qui venait avec ses idées des Pays-Bas. C'était compliqué. C'est pour ça qu'ils ont laissé du temps à Boss. Il restait 1 an et allez, on l'a dégagé parce qu'au bout d'un moment, il faut des résultats. Et là, on a 2 effectifs pour moi qui sont quand même assez équilibrés. Ça va être un vrai duel d'entraîneurs. Je connais bien Lyon, donc pour moi, c'est un match qui va être beau à voir, assez offensif. Très indécis. Moi, je regarderai. À regarder, messieurs. Match numéro 4, il s'agit de Auxerre. Auxerre qui affronte Nice. Enchaînement possible, selon vous, pour les Aiglons face à Auxerre? Est-ce qu'ils vont enchaîner? Oui, moi je pense que pour les hommes de Favre. Je pense qu'ils ont les moyens. Même si Auxerre a du mieux, on sent qu'enfin, ils se sont dit, bon, il faut qu'on joue crânement notre chance en Ligue 1. Mais je reste quand même sur le nouveau équilibre à Nice qui permettent de penser qu'ils vont l'emporter à l'extérieur. Oui, parce qu'effectivement, même si Auxerre a changé son entraîneur. À cause d'un doigt. Même 2, apparemment. Et ambidextre. Je pense qu'Auxerre n'a pas le niveau de la Ligue 1 cette année. Et je pense que Nice, qui a mal commencé sa saison, a 3 points à prendre assez facile. N'a pas le niveau. N'allez pas dire ça aux Ajacciens qui ont battu l'OM à Marseille, quand même. C'est un peu l'effet, justement, l'effet euphorique dont je parlais, qui risque d'arriver à Rennes, justement. Parce que Marseille a perdu parce qu'ils sont arrivés en pantoufle. C'est clair, ils ont pas fait du tout le même match. Avec un but contre son camp, enfin un truc. Merci Balardi. C'est clair. C'est ça le problème, c'est que quand vous arrivez face à une équipe dont vous êtes sûr que vous allez gagner, bah forcément vous allez non, mais Auxerre n'est pas terrible, mais Nice n'est pas terrible non plus. C'est une équipe qui monte. Sauf qu'ils sont sur une bonne dynamique. Ils sont sur une bonne dynamique. Donc quel est leur niveau aujourd'hui? C'est pas sûr que ce soit forcément suffisant pour gagner à l'extérieur. En tout cas en Europa, ils font des bonnes choses. Ils sont en confiance, ceci dit. Oui, ça aide un peu à faire des bonnes choses. Et puis c'est vrai qu'il y a Pépé qui revient quand même pas mal. On commence à retrouver le Pépé de Lille. En tout cas, ils ont beaucoup plus de munitions en capacité tout à fait. pour aller battre un Auxerre. Il y a 3 points à prendre, donc ils vont les prendre. Ils ont besoin de ces 3 points-là. Messieurs, j'aime bien le synthé, un derby breton peut en cacher un autre. C'est le match numéro 5 entre Nantes et Brest. Un derby breton, j'ai envie de dire, entre équipes plutôt en chien. Parce que Nantes, c'est compliqué, très compliqué. Brest, Der Zakarian out. Comboiré, qui à mon avis n'est pas loin. Mais en tout cas, moi je pense qu'il peut y avoir un vainqueur quand même dans ce match-là. Alors moi je veux même dire que j'ai même envie de mettre un petit écho sur Brest. Je sais pas pourquoi. Parce que Brest. on peut pas les laisser 20e comme ça. Ils ont du jeu quand même. Je veux dire, il y avait quelque chose. Il y avait un style de jeu. Il est parfait. Et je veux dire, entre l'hospice et l'hôpital. Non, mais c'est vrai que le problème de Brest, c'est qu'ils ont très mal commencé leur championnat. Et puis surtout, ils ont les problèmes extrasportifs qui les ont beaucoup handicapés. D'ailleurs, on parle de Belaïli dans notre club, c'est assez drôle. Ajaccio, justement. Ouais. Et puis Comboiré, je pense qu'il a perdu le fil. Ça y est, je pense qu'il a fait le temps. Et on sait que Comboiré, quand il commence à se lasser, il lâche.
Mais comment on peut expliquer ça justement, Guillaume? On passe de U à Dia carrément. Il était bien l'année dernière, il les a qualifiés pour l'Europe. Et là, moi, personnellement, il a le même effectif. Moi, je trouve personnellement c'est un peu trop pour juger, quoi. On est on dit 11 journées, je crois, donc faut peut-être laisser un petit peu de temps aussi aux gars. Il y a des joueurs qui n'étaient pas en forme au début de saison. Blas, il jouait pas au début, par exemple, hein. Il a marqué une dizaine de buts l'année dernière. Donc moi je vois vraiment Nantes faire quelque chose face à Brest parce que c'est un derby, parce qu'il veut sauver sa peau. Donc, il y a une vraie rupture en fait, pour moi, parce qu'ils ont gagné la Coupe de France, donc déjà c'était quelque chose d'extraordinaire. Ils sortaient de la Ligue. Et t'as la surcharge du jeudi aussi, il faut pas oublier ça. Et pour moi le cap ça a été l'Olympiakos. Quand ils ont gagné l'Olympiakos, on a l'impression qu'ils avaient gagné la Champions League. Et depuis ça, il n'y a plus rien. Plus rien. Et c'est vrai que l'effondrement total. Effectivement. Et je pense que pour que ça reparte, il faut qu'il change d'entraîneur parce que Comboiré, je pense qu'il a vraiment fait son temps. Une équipe, justement, on parlait d'effondrement, une équipe qui a failli s'effondrer en Ligue des Champions, c'était mercredi. C'est le Barça qui va rendre visite à son meilleur rival, le Real Madrid. Messieurs, c'est l'autre classico de cette grille. Tout est possible dans ce classico. Casse-tête chinois, mais casse-tête guadeloupéen aussi. Hein. Ah oui, parce que là, franchement, j'ai envie de dire, en tant qu'amoureux du Barça, j'ai envie de dire, bon voilà, enfin, la possibilité de conquérir, de vraiment s'affirmer, on dit voilà, je suis le patron cette année, et en même temps, on sait bien comment Vinicius et Rodrigo... quand ils décident d'enquiquiner, de titiller les défenseurs, ils peuvent à tout moment soit provoquer un penalty ou soit la mettre dans un angle fermé extraordinaire. Donc c'est vrai que voilà, on a en tout cas, vous avez vu en Ligue des Champions, on a un Lewandowski, mais voilà, supersonique. Le gars, il est, en tout cas, moi je sais que quand tu fais le chèque du salaire, tu peux dire ok, celui-là, c'est pas. Il a pas volé. Non, c'est pas un salaire fictif, le gars, franchement. Et puis Dembélé derrière, c'est pas. Non, on peut avoir quelque chose, mais c'est la défense. Mais le problème au Barça, c'est la défense. Quand tu vois le match de Piqué. Ah ouais, la défense. Donc, ce match extrêmement ouvert, il y aura des buts. Et je ne pense pas qu'il y aura un match nul, je pense pas. D'autant plus ouvert que Real Madrid connaît un peu l'essoufflement de PSG en ce moment, parce qu'on sent que même s'ils sont vaincus toujours, mais quand même. Ils sont d'accord, quoi. Ils tirent. Ce sont des êtres humains, à force de jouer tous les 3 jours, à un moment donné, on tire, ça casse. Non, et puis alors d'un côté, Barça, c'est vrai qu'on sent que face aux grosses équipes, on l'a vu en Champions League. Hein. Ils aiment ça, Barça. Ouais. Ils aiment les gros matchs. Oui, mais même, quand même, ils sont des lacunes en Champions League, ils ont du mal. Moi, je trouve qu'ils sont quand même beaucoup plus à l'aise en championnat. Pour moi, le Barça, ça reste champion d'Espagne, entre guillemets. C'est ça. Tandis que le Real, ce qui les intéresse finalement, c'est l'Europe, quoi. Et ça se sent. Et dans la construction de l'effectif, c'est un peu pareil. On a Pedri, Gavi, c'est très bien pour le championnat, mais ils ont montré leurs limites mercredi. Désolé. Ça va être un beau match, mais. Et là, il fallait mettre des caissiers, il fallait mettre des gars un peu plus costauds, quoi. Des gars qui, s'il y a un but de l'équipe adverse, ils sont encore dans le match. Direction l'Angleterre, messieurs, pour le match numéro 7. Encore un autre. Ah ben ouais, je suis pas venu les mains vides, hein, messieurs. Je suis venu avec du lourd. Eh oui, Liverpool, Manchester City, match numéro 7. Match aux allures de classico, mais en même temps, Liverpool, n'est plus le Liverpool que c'était il y a quelques années. Mais bon, il y a eu un petit réveil, un petit sursaut d'orgueil, on dirait, en Ligue des Champions. Ça peut être fatal à Manchester City, selon vous, non? Haaland. Quand on voit Haaland, on se dit, mais ce gars-là, d'où il sort? Je l'avais dit 3 fois, donc il met 3 buts, c'est ça? C'est un robot. C'est invraisemblable. Apparemment, c'est un robot. Et en face, on a Liverpool, Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Comment on peut avoir cette équipe-là qui, en Ligue des Champions, 0-1, et puis, mais lamentable. J'ai pris mon temps pour regarder le match en championnat contre Arsenal. C'est compliqué. Hein. Non, mais c'est pas comme si Arsenal avait été extraordinaire. Bon, après, l'arbitrage compliqué. Moi, franchement, il y a penalty, je ne mets pas penalty sur Gabriel Jesus. Il faut arrêter un peu aussi. On aurait pu rester sur un 2-2, ça aurait été, moi je trouve, parce que c'était le véritable score. Mais franchement, c'est vrai que je n'ai aucun doute par contre sur ce match-là. Autant Real, Barça, c'est compliqué. Autant là, je ne vois pas comment City va perdre ce match. C'est la meilleure attaque et c'est la meilleure défense. Donc, avec une équipe comme ça qui est plus motivée par un super entraîneur, ils ont le meilleur entraîneur du monde, incontestablement. Et ils font vraiment très peur cette année. Je pense que cette année, ils ont de quoi faire pour aller. Il y a a priori consensus général autour de Manchester City. Voilà. Messieurs, on reste en Angleterre avec Leeds, Arsenal et des Gunners qui, à mon avis, sont armés pour Leeds. Premier de la Première Ligue. Ça fait longtemps qu'on les avait pas vus aussi vernis, les Gunners. Et puis on a retrouvé quelque chose que j'avais rarement vu chez les Gunners, c'est le côté tueur. Ils ont un match à 2-2. Bon, les Gunners d'avant, ils auraient laissé un match nul. Là, ils sont allés gagner, ils sont allés chercher la victoire. Et tout le match, ils ont été devant en fait. Donc c'est vraiment une équipe qui
à qui on a pu insuffler un nouveau mental, je trouve, grâce à Arteta, et je les vois continuer sur Il y cette voie-là. a 8 personnellement. victoires sur 9 matchs. Donc ça veut tout dire. Mais c'est hallucinant. Vous vous Voilà, rendez pas compte qu'on était à 2 doigts du licenciement d'Arteta il y a quelques Début mois. de saison prochaine, Mais de la saison et dernière. là, c'est la série Arteta, faut dire. Faut laisser le temps. Tout ce qui touche. C'est de l'or. Faut dire aussi qu'il y a du monde devant. Hein. Quand on a les Saka, Martinelli, des gens comme Odegaard, Gabriel hein. Jesus, c'est quand même des joueurs aujourd'hui qui ont trouvé une façon de jouer de plus en plus chatoyante, comme on dit. Et face à un Leeds en face, je sais pas je pense qu'il n'y a pas photo sur ce match. Je pense que là, ils vont compliqué continuer pour à. Leeds. Et en plus, ils ont une première place à défendre, donc ça motive encore plus. Ça motive encore plus, messieurs. Aston Villa qui va sortir l'Aston Martin certainement face à Chelsea, où les Blues vont atomiser cette équipe des Villains. À mon avis, ça va être compliqué pour Aston Villa, même si bon, Chelsea revient un petit peu quand même. Là, ils ont eu un début possible. Mais Ronnie, j'ai envie de dire, c'est un peu. J'ai pas voulu le dire sur le match précédent, mais pour moi, c'est 2 équipes qui ont su, au niveau du mercato et du recrutement, vraiment permettre de renforcer à tous les étages de leur équipe. Et on sent que, bon, pareil, Chelsea était déjà presque à l'article. Bon, c'est extra sportif, d'accord, mais c'est déjà pas mal. Hein. Moi, je vois tout ce qui arrive. Les joueurs, là, ils sont déjà au point. C'est pas genre, il me faut 3 mois pour m'acclimater. Les gars, ils jouent. Déjà, on sent Chelsea différent. Ils vont tutoyer aussi très vite les premières places. Je vois pas Aston Villa pouvoir. En tout cas, l'Aston Villa de ces jours-ci ne pourra pas rivaliser avec ce Chelsea-là. C'est vrai que Chelsea avait mal commencé son championnat. D'ailleurs, ça a coûté sa place à Tuchel. Donc là, maintenant, ils sont repartis comme avant. Et c'est vrai qu'Aston Villa n'a pas beaucoup d'arguments à progresser, puisque ils se traînent depuis le début du championnat. Mais tu crois beaucoup au nouvel entraîneur de Chelsea? J'ai pas Parce compris. aux joueurs. J'ai pas compris pourquoi Tuchel est parti si vite. C'est les joueurs qui font la différence. Moi, Je pense qu'il a payé aussi ce qui s'est passé avec Conte. Déjà, il y a eu peut-être. il y a eu ça. Mais Comment bon. il s'appelle l'entraîneur de Chelsea? C'est un quiz. Harry Potter. Espérons que c'est Graham Potter. Graham Potter. Espérons que pour lui, il ne se retrouve pas dans un problème, parce que Chelsea avait mal commencé, c'est vrai, mais maintenant ça y est, Chelsea est reparti. Et je pense que sur ce match-là, pour moi. non, mais vous avez vu la complicité. Aubameyang vient d'arriver avec Sterling et Havertz. Non, mais Magnifique. normalement, ça va prendre des mois. Enfin, je sais pas. Aubameyang tranquille. Il fait Barça, il ressort en Angleterre, il revient. Le mec, il est là. Il est là où ça se passe. Messieurs, je vous propose désormais le match numéro 10. Il s'agit de Manchester United qui affronte Newcastle. C'est un duel de riches. Bon, j'ai envie de dire que tout ce qui sera bon à prendre devrait être pris par les Mancuniens qui reviennent petitement, mais qui grappillent et qui, pourquoi pas, pourront bien sûr réintégrer le top 4 anglais contre cette équipe de Newcastle. Une surprise est peut-être possible parce que Manchester n'est pas souvent très serein à domicile. Non, ça fait même très très peur à domicile. On se rappelle du match contre City, ils en prennent quand même beaucoup chez eux. Donc 6-3 et encore, c'est parce que Haaland a arrêté de jouer vers la fin. Le premier set a été remporté par City. C'est ça, donc c'est un peu compliqué. Match de Coupe d'Europe en milieu de semaine contre une équipe inconnue de Chypre. Mais ils gagnent 1-0 sur la fin. Donc c'est une équipe qui a besoin de beaucoup d'occasions. Donc c'est un peu qui tout double. Et pareil, le match contre Everton, ils prennent un but, je crois, dans les 3 premières minutes. Et après, ils roulent sur Everton. Mais voilà, pas constant sur l'ensemble du match. Donc je mettrai le 1. Je mettrais soit une victoire d'une des 2 équipes parce que pour moi, ça va être un match ouvert. Newcastle, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont gagné largement dernièrement. Ils ont fait... Et pas qui Bonne forme. Voilà, c'est ça. C'était pas C'est une bonne équipe. Hein, et puis surtout, ils vont retrouver Saint-Maximin qui devient de mieux en mieux. Ouais. Il leur ramène énormément. Peut-être un joueur en équipe de France qui avec toutes les blessures qu'on a. Et c'est vrai que le Man U, c'est vrai que c'est un coup bien, un coup pas bien, avec un Ronaldo qui n'est pas forcément au top. Non, mais moi, sur ce match-là, je suis très indécis. Franchement, je pense que ça va être un match très compliqué à pronostiquer. Match numéro 11, messieurs, retour en France avec ce 3 Ajaccio. C'est un duel de promus, tout simplement. Ça fait pareil. Non, 3 promus, parce que 3 était déjà là. 3 était déjà là l'année dernière. C'est pas un duel de promus, autant pour moi. En tout cas, un duel de petite équipe, on va dire. Voilà, duel de petite 3 n'a équipe. plus la tête d'un promu, parce qu'avec tous les beaux résultats qu'ils ont fait depuis le début de la saison, moi, mais ils reviennent d'une défaite, là. Oui, bon, voilà. Pour le coup, non, mais bon, ils ont quand même battu Marseille, il me semble. C'est quand même pas rien. Et puis Ajaccio. C'est parisien. Non, mais c'est une référence. Je veux dire,
Ça ne veut pas dire qu'ils sont. C'est un accident. Voilà. Mais en tout cas, ils ont bien commencé le championnat par rapport à. 3 a battu Marseille. Non. Ajaccio. Oui, Ajaccio. Oui, Oui, Ajaccio a battu Marseille. Ajaccio a battu Marseille, effectivement. Avec un but. Ouais. Sur le score de 2-1, bon, bah, ça peut arriver, ce sont des accidents. Maintenant, est-ce qu'ils vont rééditer, est-ce qu'ils vont le refaire, selon vous Est-ce qu'ils vont refaire ça Il y a Mama Baldé qui m'impressionne. À 3, c'est lui qui amène tous les buts, hein. Enfin, c'est lui qui fait la différence ces jours-ci. Et franchement, qu'est-ce que Ajaccio aujourd'hui a proposé des éclairs comme ça, de temps en temps. Mais je crois que c'est encore une fois une équipe qui a du mal à s'adapter à la Ligue 1. Moi j'ai trouvé malgré la victoire contre Marseille, Ajaccio assez laborieux quoi. Oui, c'est laborieux, c'est poussif. Hein. C'est poussif et face On à va dire 3. au mieux match nul, moi je vois peut-être 3 qui n'arrivent pas peut-être. Bah, 3 globalement. Mais pas le victoire d'Ajaccio, Ils déçoivent finalement très peu quoi. C'est C'est ça. pas une équipe qu'on attendait et finalement ils sont même au-dessus de ce qu'on attendait donc. Ils savent pas. Ouais. Oui, bien sûr. Ouais, 3 avec Mama Baldé, Ronny Lopez, Renaud Ripard, des noms qu'on a entendus il y a fort longtemps. Excusez messieurs, mais je ne vous sens pas très inspiré par ce match-là. On va passer au match numéro 12 entre Hellas Vérone et le Milan AC. Les rossoneri inarrêtables en ce moment. Sauf en Ligue des Champions. Sauf en Ligue des Champions. Sauf en Ligue des Champions. Alors, bon, contre Hellas Vérone, a priori, le Milan AC devrait prendre les 3 points. Surtout que Vérone, j'ai déjà dit auparavant, mais c'est plus du tout la même équipe qu'année dernière. L'année dernière, ils avaient une triplette d'attaque. Simeone il est parti au Napoli et il y avait Capari et Barak qui a marqué une douzaine de buts chacun et là ils sont plus là, aucun des 3, il n'y a plus l'entraîneur, donc ça sent pas très bon côté Vérone. Et puis de l'autre côté Mike Mignolet revient, alors pour marquer contre lui il faut se lever tôt, donc pour moi gros avantage pour Milan, c'est clairement. Moi également, Milan AC avec. Malgré les blessures hein, quand même. Ouais. C'est pas facile, il est à sur le terrain, il n'y a pas de souci. Il est extraordinaire ce joueur. Magnifique. J'ai l'impression qu'il doit avoir les. Je sais pas comment il fait. Il est extraordinaire, il donne, il marque. Il était en France ce mec. Il était à Lille. Il était à Lille. Ah, là, c'est quand même, Il était pas, il était pas aussi fort, c'est vrai. il a pas aussi. Là, on sent qu'il est au-dessus du lot en fait. Il y a un Des côté fois, Mbappé, je trouve, dans la vitesse, côté à prendre le gars un peu dans l'autre sens. Sauf qu'il Voilà. il sait donner des caviars aussi. Il sait Quoi. donner- Non seulement, oui. Ça change pas. Ah ouais, ça. Non, mais on peut donner effectivement un bon point à Tudor parce qu'on se rend compte que depuis que Tudor est plus à l'AS Vérone, l'AS Vérone ne marche pas et que depuis qu'il est à Marseille, ça marche. Donc on voit bien que c'est aussi l'entraîneur qui peut jouer. Et puis surtout, l'AS Vérone, il en manque beaucoup de joueurs, vous l'avez dit. Hein. Je crois que Simeone ne sera pas là, Barak, tout ça. Enfin, donc ils sont très affaiblis face à un Milan AC qui est invaincu. Hein, il reste invaincu, de toute façon. Donc depuis 6 matchs, ils sont invaincus. Donc moi je dis hélas Vérone, comme je dis souvent. Hellas Vérone, messieurs, nous allons en Allemagne pour les 2 dernières rencontres de cette grille. Grille, je vous le rappelle, à valider avant dimanche 16 octobre à 8h55 ici en heure locale. Le match Union Berlin-Dortmund, messieurs, La grosse surprise. c'est la grosse surprise. Union Berlin La qui est en grosse tête de la incertitude, Bundesliga tu vois. et c'est l'incertitude totale puisque Dortmund est là et est en train de revenir, remonte petit à petit également dans la Bundesliga, donc ça peut donner, Ouais, mais- ça peut tout donner. Match très compliqué à pronostiquer. Dortmund a perdu Haaland. Donc Haaland, Dortmund n'est plus le Dortmund qu'on a connu avec Haaland. Faut pas l'oublier. Et Union de Berlin, alors là, franchement, moi, ils continuent à m'épater parce qu'ils sont toujours en tête, malgré tout. Je pensais que ce serait éphémère, mais non, ils sont toujours premiers. Moi, je voyais bien Dortmund en début de saison embêter le Bayern et au fur et à mesure que la saison avance, je me dis que c'est vraiment possible. Donc, je vois bien faire quelque chose à Berlin. Avec Il y a Bellingham qui est vraiment plus, pas mal. le plus anglais des Allemands. Ils ont finalement un transfert, on en parlait peu, celui qui vient du Bayern à Dortmund. Ça stabilise la défense avec Hummels qui vieillissait. Donc, Il n'y a pas Forsberg ou. non, côté Leipzig plutôt. C'est Non, Leipzig. mais il n'y a pas d'Allemand. Enfin, je me rappelle pas. Et puis il y a Sébastien Haller qui va revenir bientôt, voilà, Non, mais a priori ça va mieux pour lui. Il ne donc. veut pas remplacer Haaland, tout simplement. Il y avait Haller. Coco, il n'est pas mauvais, mais Moukoko. c'est pas grand-chose. Haller qui devait remplacer Haaland, Ouais. effectivement, il a eu ses problèmes de santé. Du Moi coup, je, ils ont trouvé, moi, je mets une Modeste pièce aussi. sur Modeste. Modeste est pas Modeste. mal. Ouais. Bah, écoutez, Modeste, c'est quand même lui qui. Il marque à chaque fois, Bah mais oui, il derrière, marque hein. à chaque fois, messieurs. Il marque à chaque fois, Anthony De Modeste. toute façon, ce sera un match très serré, parce que les deux équipes, évidemment, ont des valeurs à vendre, on va dire. Et Dortmund aimerait bien se rapprocher de la tête qu'occupe Union de Berlin un petit peu de façon usurpée, puisqu'on on peut se dire, mais qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là? Qu'est-ce qu'ils font là, franchement? Nouveau test pour le Bayern de Munich. Après Dortmund, les Bavarois vont affronter Fribourg, qui est deuxième au classement. Encore un match, un duel au sommet de la Bundesliga entre, on va dire, une valeur sûre et puis une surprise, Fribourg. Qui viennent battre 4-0 Nantes. Rien que ça. Rien que ça. À Nantes.
Ah non, c'est une très bonne équipe, effectivement. Après, c'est vrai que nous, on a des habitudes de pronostiqueurs qui font qu'on aura tendance à miser toujours sur le Bayern, mais Quel joueur attention. l'attaquant, Pas grand-chose. À l'époque, il n'y avait pas Pistissé, mais j'imagine qu'il n'est plus là. Ouais, mais moi, je trouve qu'en championnat, quand même, le Bayern a tendance à. Voilà, c'est un peu poussif. Pas dire qu'avec Lewandowski, tu assurais un but par match. Ah ouais. Il n'y a plus Lewandowski, donc ton but par match, tu l'as plus. tu l'as plus, C'est ça qui est le fait qu'il compliqué. soit s'occuper de la défense, Et une équipe complètement décomplexée comme Fribourg peut complètement, justement, mettre à mal la défense bavaroise. Ouais, et puis Tout à fait. Neuer n'est pas là, le gardien principal. Comment non plus, puisqu'il purge son carton rouge. Non, c'est plus le Bayern de l'époque. Je pense que Fribourg Peut jouer sa carte. Peut jouer sa A carte. une carte à jouer, du moins. Garder sa deuxième place, peut-être. Ils ont des atouts, en tout cas. Parce que bon, c'est vrai que quand même, en face, le Bayern, s'il décide de mettre la sulfateuse, C'est ça. il y a quand même Sadio Mané, Ça peut faire mal. Masiala, Sané, ça joue. Hein. Et il y a un problème avec l'entraîneur en plus. Alors, est-ce qu'ils vont aussi le lâcher? C'est le jeune entraîneur qui n'a que 35 ans, donc il est même plus jeune que certains des joueurs, probablement. Donc, De quelle équipe? Nagelsmann. Oui, Nagelsmann, c'est pas oui. un côté Non, mais Bayern. Il y a pas mal de jeunes entraîneurs en Allemagne. Ils font confiance vraiment aux jeunes, pour le coup. Non, mais le Bayern à domicile, c'est redoutable quand même. Hein. Donc, moi, je pense qu'il y a de quoi leur donner un petit crédit quand même sur ce match. On parle de Thomas Tuchel pour entraîner les Bavarois la saison prochaine. Bon, on va voir. Faire un suivre. Ça se trouve, Nagelsmann va remporter le championnat, la Ligue des Champions. Il va mettre tout le monde d'accord. Monsieur. Les amis, merci. On se retrouve dans quelques instants. Un court instant, une page de réclame, comme disaient les anciens, une page de réclame. Et on revient pour la troisième partie de cette émission. Et vous allez voir, elle sera très intéressante. Maître Pascal Bon aura à défendre son client, à savoir Jean-Michel Aulas, accusé de gabegie. Et puis vous allez avoir tous les pronostics de nos amis ici en plateau avec une nouvelle formule. Vous allez voir. À tout à l'heure. Ça y est, nous voilà de retour pour la troisième et dernière partie de votre émission Feuille de match, émission en partenariat avec Parions Sport et bien évidemment la FDJ. Je vous rappelle qu'il s'agit de la grille numéro 68. Elle est à valider avant le dimanche 16 octobre 2022 à 8h55 précises. Enfin, il vaut mieux le faire un peu avant quand même pour, comme Guillaume Michaud, remporter les 26 € des 13 bons pronostics. Ouais, malheureusement, c'était pas très cher payé. 4 cafés. Voilà, 4 cafés, histoire de payer 4 cafés, on la goutte, même pas on la goutte. Hein, voilà. Les amis, c'est l'heure des pronostics donc, de cette grille. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Est-ce que tout le monde a son ardoise? Voilà, c'est bon, on va y aller. Messieurs, Paris Saint-Germain, Marseille, le pronostic de Pascal Bon. Match ouvert. Le N et le 2. Grand écart. Un petit peu grand écart. Patrice Basile. Ben moi, ce sera un 7 parce que forcément, Paris doit gagner. Donc, j'ai une petite pensée pour mon ami Bernard, quand même, supporter de Marseille. L'amour Et rave. franchement, je serais quand même bien mal loti de pronostiquer autre chose que du 1 sec. Guillaume Michaud. Moi, c'est simple. Hein. Le N. Alors, 2 si Messi n'est pas là, 1 si Messi est là. Il faut soulever un petit peu, voilà, parfait Guillaume. Le N et le 2 pour Guillaume également. Messieurs, le match suivant, c'est le match entre l'AS Monaco et Clermont-Ferrand. Pascal Bon. Oui, moi je crois quand même que Clermont va bien se comporter. Donc j'ai mis quand même à domicile quand même Monaco, puisqu'ils ont le jeu pour, ils ont aussi la technicité, mais en même temps, je vois que Clermont c'est une bonne dynamique, mais ils peuvent arracher un match nul. Je suis du même avis que Pascal pour une fois. Donc, victoire de Monaco qui paraît logique. Et peut-être que Clermont peut faire une petite surprise en faisant un petit nul. Donc, je mets 1 et N. Monsieur Guillaume Michaud. Moi, je vois plutôt Clermont au fond du puits, puits de Dôme. Donc, ce sera Pas mal. Monaco. Beau jeu de mots. Le match entre Rennes et Lyon, le pronostic de Pascal Bon. Oui, si je fais honneur à l'adage qui dit l'effet psychologique du premier match pour notre client qui vient d'arriver en blanc, peut-être une victoire extérieure de Lyon, mais je crois surtout à la dynamique actuelle de Rennes, donc victoire de Rennes ou victoire à l'extérieur de Lyon. Pascal Basile.
Et bien pareil que Ah, il a copié. Voilà, je copie. Ben oui, parce que C'est bien le système des ardoises, ça permet de voir les copieurs. C'est bien. Rennes est très fort en ce moment et Lyon, je pense qu'il peut y avoir un petit effet blanc. Ah, il copie aussi. Alors je Guillaume tiens à Michaud. préciser que c'est eux qui ont copié sur moi. 12 allez, Le 1 et le 2 également pour Guillaume, on l'a compris, messieurs. Auxerre, Nice, c'est le 4e match de cette grille. Le pronostic de Maître Pascal Bon. Ben, sans hésiter, je crois à la vertu de la logique du classement aujourd'hui et Nice doit confirmer ses bonnes dispositions actuelles face à Auxerre. Alors moi, bien sûr Nice logiquement favori, mais si je veux gagner la cagnotte, peut-être que je peux essayer de mettre une petite surprise. Pourquoi pas Auxerre qui vient faire la surprise à domicile. C'est bon, c'est très scolaire comme émission, messieurs. L'ardoise de Guillaume Michaud qui nous indique. Bon, oui, je vois Nice quand même partir avec minimum un point. On en Ouais. fait les deux. ND. Match numéro 5 entre Nantes et Brest, le pronostic de Pascal Bon. Oui, moi je pense à une logique victoire de Nantes à domicile, mais je pense aussi que Brest, qui nous a quand même bien fait plaisir l'année dernière, peut aussi se rebiffer et arracher le match nul. Moi, je pense que Nantes, le vainqueur de la Coupe de France et dernièrement vainqueur de l'Olympiakos, peut quand même espérer gagner contre Brest. Sinon, je pense qu'on va avoir une grosse crise à Nantes. Et bonjour à mon ami Alain. Bonjour à mon ami Alain également. Alors moi ce sera le 1 et le N et on m'a dit que Nantes c'est dans le pays de Loire, c'est pas en Bretagne, donc je corrige. Hein. C'est un breton qui me l'a dit. Hein. Ça se bagarre chaque année. Allez, Real Madrid, messieurs, Barcelone, FC Barcelone. Real Madrid, FC Barcelone. Je parle, voilà, en tant que. Ça, c'est de la grosse cote, ça. Match final, ouais, victoire de Barça, il faut qu'elle confirme cette année, c'est l'année, en tout cas en championnat, pour le Barça. Patrice Basile. Puisque je le peux et que j'ai gardé mon triple, je le mets sur ce match parce que franchement, un classico, c'est absolument impronosticable. Guillaume. Alors, pour moi les classicos c'est tout pour la gagne et je vois Barça roi d'Espagne. Donc, Barça, roi d'Espagne en Angleterre, messieurs. Liverpool, Manchester City, passation de pouvoir définitive, messieurs. Sans aucun doute, victoire de Haaland, de Foden, enfin voilà. Maintenant on peut que pronostiquer le nombre de buts de Foden, le nombre de buts de Haaland. C'est tout le reste, c'est plié. Patrice Basile. D'accord avec mon ami Pascal, parce que franchement, le robot Haaland, je pense que ne va rien laisser à Liverpool. moi je tiens à préciser que Liverpool est une très bonne équipe, mais ce sera sûrement insuffisant. Moi, si j'ai un conseil à donner à nos amis parieurs, c'est de faire une petite cote quand même avec Liverpool. J'ai un petit couplet avec Liverpool et puis avec Haaland buteur par exemple. Ma victoire de Liverpool, je sens bien que Liverpool peut faire quelque chose. Allez, on reste en Angleterre avec Leeds Arsenal. Pronostic de Pascal Bon. Pareil, The King en ce moment c'est Arsenal, donc il faut continuer. Gabriel Jesus sans pleurer un petit peu, marquer plus et moins pleurer sous les tacles et ça ira. Oui, moi je pense que l'Arsenal va garder son fauteuil de leader, enfin va tout faire pour le garder et Leeds est l'équipe idéale pour ça, donc il y a 3 points à prendre et je pense qu'ils vont les prendre. Guillaume. J'aurais pu gagner 1000 € la semaine dernière sur Arsenal, donc cette fois-ci je mise sur eux. Logique. On reste toujours en Angleterre avec Aston Villa, Chelsea. Pascal Bon, allez. Toujours Aubameyang, toujours Evert et puis non, franchement super équipe. Super pour moi, super Chelsea, pas de pitié pour Aston Villa. Patrice. Oui, la logique voudrait que Chelsea gagne et je pense qu'ils vont gagner, mais attention, moi je mets une petite réserve quand même sur Aston Villa qui peut créer la surprise à domicile, donc j'ai mis N et 2. Guillaume. Moi je suis pas convaincu à 100% par l'entraîneur de Chelsea qui vient d'un petit club Brighton, donc d'attendre qu'il fasse ses preuves, j'ai mis quand même une victoire en match nul. Le match suivant, Manchester United Newcastle, le pronostic de Pascal Bon. Match mi-ouvert, 3 victoires à domicile pour Manchester United qui est un petit peu mieux, ça joue. Enfin, lui aussi a vécu le signe indien Cristiano Ronaldo, il a marqué une folle belle bannière. Donc victoire, mais en tout cas, moi je suis séduit aussi par cette espèce de machine aussi qui va peut-être déferler en 2023. Newcastle, il y a du très bon avec Guimaraes, donc victoire aussi possible à l'extérieur de Newcastle.
Patrice? Moi, je pronostique un match nul parce que ce sont deux équipes qui sont assez proches l'une de l'autre et je pense que des gars comme Ronaldo et Saint-Maximin vont faire la différence, mais je ne vois pas qui va gagner, donc je mets nul parce qu'il y a beaucoup de matchs nuls en ce moment sur les grilles. Guillaume Michaud. Pour moi, Manchester United, c'est soit tout, soit rien. Et du coup, j'ai misé les deux, soit tout, soit rien. Terminé. Match numéro 11, 3 à Ajaccio, Pascal. Bon. Et je grille la politesse à Patrice qui n'a pas osé dire que c'est le match bof de la grille. Et entre match bof, celui qui a le plus de technique, c'est 3, donc à domicile, victoire de 3, logique. Oui, 3 a mieux commencé sa saison que Ajaccio. Et il reste une équipe quand même qui fait un petit peu mal à domicile. Donc j'ai privilégié une victoire de 3, sachant que ça va être un match un petit peu bof aussi. Je suis d'accord avec Pascal. Pour moi, ce sera 3 points. Voilà, 3 points, mais il joue le 1. Match numéro 12, Hellas Vérone contre Milan AC. Patrice, Pascal Bon, allez. Semaine après semaine, week-end après week-end, donc Milan AC arrive à avoir l'efficacité avec Leao, Rebic et puis notre Giroud. Donc je vois victoire logique, sans bavure du Milan AC à l'extérieur. Patrice? Hellas Vérone a perdu gros, beaucoup de joueurs et son entraîneur principal fétiche. Donc je pense que cette fois-ci, il n'y aura pas photo, ce sera victoire pour numéro 2. Même avec les absents côté Milan, je vois l'emporter assez facilement, donc le 2. Merci, mon cher Guillaume Michaud. Vous allez juste écarter un petit peu bon, le visage. C'est bien, voilà, hein, pas vous cacher derrière la doise, hein, on ne se cache pas. Allez, match numéro 13, l'Union Berlin contre Dortmund. Pascal, Patrice, pardon. Pascal, vous allez y arriver. Pascal, Patrice. On a un solide leader qui, dans le sens, va quand même essayer de troubler les velléités de Dortmund. Donc, soit en solide, ils arrachent le match nul à domicile, ils assurent, en confond derrière. Mais en tout cas, moi je crois à Bellingham et les siens. Donc victoire aussi à l'extérieur possible de Dortmund. Patrice? Non, je pense que l'Union de Berlin, qui est quand même en tête, va tout faire pour le rester. Ils vont faire un gros match chez eux en plus. Donc ils ont des arguments pour et je privilégie donc la victoire de Berlin. Mais j'assure avec un petit nul quand même derrière. Guillaume. Pour moi, ce sera les jaunes et noirs. Ils ont fait la force, mais je pense que ce ne sera pas suffisant face à Dortmund. Donc le 2. Le 2. Nous allons passer au dernier match de la grille entre le Bayern de Munich et Fribourg. Pascal. Mais pour moi, c'est l'occasion pour le Bayern de Munich, avec l'esprit revanchard, de retrouver vraiment la place qu'ils ont l'habitude d'avoir autour du championnat avec les moyens. Même si on connaît, aujourd'hui, si Fribourg est là, c'est pas par hasard, mais je crois quand même à la possibilité de Bayern de pouvoir doubler donc celui qui confrontera ce week-end. Patrice. Oui, je pense que Bayern va gagner ce match parce que encore une fois, ils ont tous les arguments pour le faire. Même si effectivement, ils ont été un petit peu lents à la détente, mais je pense que plus ça va aller, plus cette mécanique va se mettre en route. Donc je mets Bayern chez eux sans problème. Bayern chez eux sans problème. Et Guillaume Michaud? Moi j'ai gardé mes vieux réflexes. Bayern à domicile, c'est victoire. Donc j'espère ne pas me tromper. Ouais. J'espère aussi. Messieurs, merci. Tous ces pronostics, bien évidemment, très chers amis téléspectateurs, seront compilés en fin d'émission et vous aurez également une petite grille synthèse qui vous sera proposée en fin d'émission. Vous avez l'habitude, vous avez donc aujourd'hui eu les pronos de chacun. Vous avez eu le temps de les noter et donc vous faire également votre propre idée concernant cette grille numéro 68. Messieurs, pour l'heure, parole à la défense avec Maître Pascal Bon. Et Maître Pascal Bon, vous avez un client à défendre. Il s'agit de Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique lyonnais, accusé de gabegie. Oui, c'est vrai que cette accusation, finalement, sous le fil, je suis allé regarder un petit peu le dossier, puisqu'il faut plaider avec le dossier, et je me suis retrouvé avec deux dossiers. Deux dossiers parce que il y a eu déjà cette déconvenue parce qu'il avait attaqué Hérault, le président marseillais, pour diffamation, et il s'est pris donc la relaxe d'Hérault, qui donc on est resté sur cette notion d'avis donné par Hérault qui constitue une contribution, un avis à un jugement de façon satisfaisante à une critique face aux accusations, en tout cas aux allégations qui n'étaient pas mensongères, de vouloir faire une saison blanche lors de la pandémie qui arrangeait la situation de Lyon jusqu'à aujourd'hui, qui ne semble pas
plus que, mais qui semble justement plus que Palichon. Palichon parce qu'aujourd'hui, mais là dans notre dossier, il y a aussi la situation actuelle. On n'est pas habitué à voir Lyon dans cette situation, ce club-là, ce club qui bénéficie aussi quand même d'infrastructures intéressantes. On voit ce club qui est propriétaire de son terrain, de son stade, donc qui produit des intérêts justement financiers, aussi une belle école et aussi une équipe féminine aussi qui joue les premiers rôles. Donc on peut dire qu'en termes d'aura, Lyon on pourrait dire qu'il y a une bonne gestion. Mais en même temps, on a ce deuxième dossier. Le deuxième dossier, c'est encore une fois ce constat qu'on a passé Garcia, Silvino, on a passé maintenant Boss, et on arrive à Laurent Blanc avec encore une fois cette notion qui reste en travers de la gorge en disant est-ce qu'il n'y a pas une mauvaise gestion, donc Gabéji, puisque c'est l'accusation qui est portée, donc qui décrit donc une situation où on a un désordre lié à une mauvaise gestion. Est-ce qu'on peut dire que Dolas qu'il a une mauvaise gestion? Alors j'ai envie de dire, si on considère sa place au niveau de l'organigramme, c'est-à-dire en tant que responsable, président, gouvernance, bien évidemment qu'il a cette responsabilité générale qui pèse sur lui, un mandat général qui fait que derrière tous les résultats, toute cette gestion, en tout cas des entraîneurs, on peut considérer qu'il y a de la gabégie. Maintenant, ce que dit mon client et qui est intéressant, c'est que lui, on sait comment il peut être capable de sortir des petites phrases. Lui, il met ça sur le dos de Juninho. Il dit que le véritable responsable de cette mauvaise gestion dans les entraîneurs, c'est parce que lui, il voulait Laurent Blanc dès 2019. Et que c'est Juninho qui a pesé pour faire venir Garcia. Et si on avait écouté en 2019, on ne serait pas dans cette situation aujourd'hui avec par la suite Boss et donc retrouver avec ce choix de Laurent Blanc. Donc il y a ce côté effectivement où on peut, je le dis, le tenir responsable parce qu'il est le président, il est comptable des résultats de l'OL, mais on sent évidemment qu'il a cette culture très particulière de la communication vis-à-vis des médias pour pouvoir se défausser. Donc un peu coupable à mon sens, mais c'est vrai qu'on sent un peu, à l'instar de ce qui se passe à Paris, que quand il y a des problèmes de gouvernance, mais moi je trouve ça un peu compliqué qu'on puisse tirer carrément son directeur sportif à plusieurs reprises. C'est bien qu'il a encore la dent dure contre Juninho, même après qu'il soit plus là, parce qu'il n'est plus là, Juninho, il a quitté, il a démissionné. On sent en tout cas qu'il y a eu des erreurs de gestion qui font que les résultats de Lyon ne sont pas à la hauteur de ce club. J'ai dit cette dimension, que ce soit chez les hommes et chez les femmes. Donc on va dire une peine mixte, on va dire un relax partiel et aussi une responsabilité qui est quand même avérée de ce président-là, ce qu'on connaît, pour sa mauvaise foi. Merci Maître Pascal Bon pour ces belles paroles. Les amis, voici désormais venue l'heure de vous présenter la synthèse des pronostics de cette émission. Feuille de match. Grille, bien évidemment, à valider avant donc dimanche 8h55. Paris Saint-Germain-Marseille, le 1 et le N. Monaco-Clermont, le 1. Rennes-Lyon, le 1 et le 2. Auxerre-Nice, le 2. Nantes-Brest, le 1 et le N. Real Madrid-FC Barcelone, le 1, le N et le 2. Liverpool-Manchester City, le 2. Leeds-Arsenal, le 2. Aston Villa, Chelsea, le 2. Manchester United, Newcastle, le 1 et le 2. 3. Ajaccio, le 1. Hellas Vérone, Milan AC, le 2. Union Berlin, Borussia Dortmund, le N et le 2. Et enfin Bayern Munich, Fribourg, le 1. C'est pour la synthèse. Ça me fait un peu peur cette synthèse parce qu'il y a beaucoup de 2. Entre Manchester City et Arsenal, je me dis qu'il peut y avoir quand même quelque chose. Entre Manchester City, Arsenal et Chelsea, Nyon Guépry. Mais je pense qu'avec 13 sur 14, tu gagnes beaucoup plus que la semaine dernière. Je pense aussi. En tout cas, merci messieurs de m'avoir assisté sur cette reprise, puisque reprise pour moi. Je suis content, en tout cas bien content de vous avoir retrouvé. Merci en tout cas de m'avoir accompagné durant ces 3 sets, ces 3 mi-temps ou encore ces 3 quarts temps. On va appeler ça comme ça. Un tiers-temps. Et puis on se retrouve jeudi prochain pour d'autres aventures. Vous avez des bons jours à passer, Pascal? Oui, bien sûr, je suis là, j'ai pas de problème. Je salue en particulier la famille Belvedere qui se connaîtra. Mais en tout cas, très content de retrouver notre Ronnie, il n'y a pas de problème. En pleine forme. Plutôt en chair qu'en os d'ailleurs. Voilà. Comme vous le voyez. Moi, ce que j'aime bien avec cette émission, c'est que même si on n'est pas des super forts en foot, on peut gagner de l'argent en jouant au foot.
C'est bien. C'est clair. On joue pas vraiment au foot, on fait que remplir des grilles. On joue avec le foot. On joue avec le foot. Voilà. Donc un petit coucou à mes confrères de la radio, ils se reconnaîtront. Merci messieurs, on se retrouve donc jeudi prochain, même heure, même antenne, et on remercie également Morgane pour la réalisation, le maître Morgane, on va l'appeler comme ça messieurs. On se retrouve donc jeudi prochain et restez bien évidemment sur les antennes de Éclair TV. Je pense qu'il va se passer beaucoup de choses après l'émission.